BX1 +. Le face-à-face. Entre face-à-face, aujourd'hui, on va vous proposer de prendre la direction de la France, de Paris, et de jeter un petit œil sur ce qui se passe en termes politiques chez nos voisins, avec la campagne électorale pour les élections présidentielles qui entre peu à peu dans le vif du sujet. On va en discuter avec un politologue, c'est Pascal Deluitte, de la faculté des sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles, et puis deux rédacteurs en chef qui suivent ça avec beaucoup d'attention et même peut-être un brin de passion. Dorian de Meus, qui est le rédacteur en chef de la Libre Belgique, et Démétrios Cagliola, qui est le rédacteur en chef des journaux du groupe Sud Presse. Merci à eux d'être avec nous. On leur donne la parole dans un instant. On va d'abord revenir sur une des informations majeures de la semaine, côté français en tout cas, Sabine Rigelheim, c'est la déclaration de candidature, on serait tenté de dire l'officialisation de candidature d'Éric Zemmour. Oui, c'était plus vraiment une surprise. Évidemment, on s'y attendait. On s'attendait peut-être moins à la forme que cette annonce a prise, puisqu'il s'est présenté sur les réseaux sociaux. Il a annoncé mardi sa candidature, en l'occurrence dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, installée dans une posture et un décor très solennel. La 7e de Beethoven en fond sonore. L'ancien chroniqueur au Figaro et à CNews, apôtre du grand remplacement et condamné à 2 reprises pour provocation à la haine raciale, s'est adressé aux Français qui se sentent étrangers dans leur propre pays, qui sont des exilés de l'intérieur. Ce sont ces mots, se référant tour à tour à De Gaulle, Clémenceau, Jean Moulin ou encore Brassens et Barbara. Sa candidature a évidemment suscité une kyrielle de commentaires. Je vous en cite quelques-uns. C'est l'extrême droite la plus rance, momifiée dans un passé fantasmé, a dénoncé Pierre Jouvet, l'un des porte-parole de la candidate PS Anne Hidalgo. Réaction plus mitigée chez LR, si le député Julien Aubert se refuse à diaboliser Éric Zemmour, estimant qu'il a le droit d'être candidat. Pour Jean-François Copé, le maire de Meaux, il y a désormais 2 candidats d'extrême droite à la présidentielle, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Enfin, du côté de l'extrême droite, le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu, estime que Zemmour n'est pas en mesure de se qualifier au second tour. Quant à la candidate RN, Marine Le Pen, elle a jugé sa présentation passéiste et crépusculaire. Démétrios Cagliola, est-ce que Éric Zemmour est en train de réussir l'exploit d'être plus à droite que l'extrême droite? Est-ce qu'on peut le lire comme ça, ou est-ce que je fais un résumé simpliste? Si on le compare au Rassemblement national d'aujourd'hui, clairement, c'est totalement décomplexé. C'est clairement plus à droite, avec des références historiques de l'extrême droite française traditionnelle, souverainiste, monarchiste, catholique. Donc c'est beaucoup plus assumé que cette version 2021, je dirais, du Front National de Marine Le Pen. Clairement, il dit les choses de manière beaucoup plus brutale. Il a un récit qui baigne effectivement dans une sorte de nostalgie française un peu franchouillarde, où tout allait bien, Douce France de Charles Trenet, c'est un peu ce récit-là. Mais pour répondre à votre question, Fabrice, clairement, oui, c'est plus à droite encore que le Rassemblement national de Marine Le Pen. Alors, je pose la question suivante à Dorian de Meus pour la Libre Belgique. Est-ce qu'on pourrait imaginer une campagne comparable et un positionnement comparable chez nous, en Belgique francophone? Ou est-ce qu'on n'est pas du tout dans la même sphère culturelle? Parce qu'il faut quand même signaler qu'Éric Zemmour, jusqu'à présent, il caracolait quasiment en tête des intentions de vote dans les sondages. Moi, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué, ne fût-ce que pour le cordon sanitaire, parce qu'en effet, comme vient de le dire Démétrios, on est dans une situation où on a un candidat qui est quasiment caricatural dans ses discours, évidemment dangereux aussi, vu que ce qu'il propose est tout simplement infect et quasiment inapplicable aussi. C'est ça la grande différence avec Marine Le Pen, qui a un côté plus, elle vient avec des propositions qui quelque part pourraient un jour être mise en place, comme c'était le cas de Trump aux États-Unis aussi. Et là, Zemmour, il vient avec des propositions qui semblent totalement déconnectées de la réalité. Donc là, il y a quelque chose quand même qui fait la différence. Et puis, comme je le disais, le cordon sanitaire fait que je ne pense pas que ça puisse arriver en Belgique francophone pour le moment, même si je pense qu'il faut rester très prudent, parce qu'un personnage charismatique pourrait un jour survenir quand même. Alors Pascal Deluitte, pourquoi est-ce qu'il prend ce positionnement-là, Éric Zemmour? Est-ce que c'est parce que c'est sa personnalité, c'est le message qu'il a envie de porter, on est dans une démarche peut-être personnelle, peut-être irrationnelle, ou est-ce qu'il y a un calcul derrière et il y a effectivement un réservoir d'électeurs qui attend ce genre de discours? C'est quoi votre analyse? Je pense qu'il joue sur 2 tableaux. Le premier est le principal, et c'est pour ça, à mon avis, que ça pourrait pas s'implanter en Belgique francophone.
c'est l'existence en France réelle dans la société d'un courant réactionnaire, dans le sens pensée politique. Il existe depuis la Révolution française en 1789 une opposition réactionnaire qui s'est traduite au 19e et au 20e siècle, qui a d'ailleurs empêché l'émergence d'un grand parti catholique à l'équivalent du PSC et du CVP en Belgique, parce qu'il n'y avait pas cette acceptation de la nouveauté et du régime politique parlementaire. Et donc Zemmour est dans ce courant-là et parle à ce courant. Et une partie des électeurs jusqu'à présent votaient pour le Front National de Marine Le Pen, le Rassemblement National aujourd'hui, mais aussi pour une part, il ne faut pas le sous-estimer, pour la droite républicaine. Et puis, il y a bien sûr tout le jeu autour de la thématique universaliste ethnocentriste et la thématique du grand remplacement, qui, il ne faut pas se tromper, est aussi assez bien présente dans le Rassemblement national et dans une partie de la droite républicaine. Après, est-ce que ça permet d'engranger suffisamment de suffrages pour passer à un premier tour et pour challenger une ou un candidat au deuxième tour? Ça, c'est une toute autre question. Ouais. Est-ce que vous avez, malgré tout, les uns et les autres, été surpris par la forme de cette déclaration de candidature? Parce qu'on a quand même un clip qui est tout à fait hors norme dans les campagnes présidentielles, hein, cette posture devant un vieux micro, comme si on voulait rappeler le général de Gaulle, cette utilisation d'images, parfois des images chocs lorsqu'on parle d'immigration avec des images de violence, et puis des images en noir et blanc pour dire combien la France était belle autrefois. C'est quand même très caricatural. Ça peut marcher, ça, pour vous, en termes de communication? Qui a envie de répondre? Moi, je peux répondre. Moi, j'ai pas été tellement surpris sur le fond. Ça correspond finalement à Zemmour, hein, féru d'histoire, de la France d'antan, les références au général de Gaulle, très littéraire aussi, hein, toutes ces références au génie français. Donc tout ça, c'est pas surprenant. Ce qui est surprenant, c'est la forme. Moi, je pense que quelqu'un qui connaît bien les médias, qui vient des médias, qui a quand même pas mal de conseillers, je m'imaginais une communication plus en phase avec son époque. Donc je trouve la vidéo extrêmement longue, extrêmement pesante. Je ne parle même pas de la spoliation d'images sur lesquelles il n'a pas les droits, ce qui est quand même une preuve d'amateurisme aussi. Donc je pense que pour quelqu'un qui veut parler aux jeunes, cet exercice est aux antipodes des messages qu'il faut prévoir pour parler aux jeunes. Et je ne parlerai même pas de son intervention au journal télévisé de TF1 le soir même, qui était catastrophique. Ouais, avec Gilles Boulot, ça a été un petit peu costaud. Dorian Deméus, d'accord avec Démétrio Scagliola, un petit peu ringarde la communication de Zemmour? Oui, alors moi je vais vous dire, j'ai évolué tout au long de la vidéo. J'ai trouvé que le tout début, donc pas quand on le voit, hein, mais les images fortes, violentes, c'est quelque chose qui, sur le plan de la communication, pouvait, à mon avis, parler à certains électeurs. Et puis on entre dans quelque chose d'extrêmement long, dans un tunnel, j'ai envie de dire, quasiment nauséabond, oui, très désagréable. Et finalement, on en sort avec un sentiment de malaise, en se disant, tiens, est-ce qu'il est vraiment en train de se positionner pour être président de la République ou pour faire un gros coup, pour être une espèce de faire un espèce de clash dans cette campagne? Donc là, il y a quelque chose où on se dit, entre quelqu'un qui se déclare « je veux être le président de tous les Français » et puis le discours, il y a là une fracture énorme entre le fond et la forme. Alors Pascal Deluitte, la question suivante, c'est est-ce qu'il peut aller au bout, Éric Zemmour, avec deux écueils. Le premier, c'est qu'il faut réunir 500 signatures d'élus locaux, de maires, l'équivalent de nos bourgmestres. Le deuxième, c'est qu'il faut financer une campagne électorale. Et puis je vous pose d'ores et déjà une question que je vais poser ensuite aux deux autres invités. Est-ce que vous le voyez être en position de devancer Marine Le Pen, voire en position d'accéder au second tour? Parce qu'on rappelle que c'est un scrutin majoritaire en France, c'est pas la proportionnelle comme chez nous. Sur les 500 signatures, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème. Après, il y a les deux autres questions. Il y a la question du financement. On sait qu'il y a un public pour un certain nombre de petits dons, mais de là à pouvoir financer une campagne, à avoir une équipe professionnelle, et même éventuellement, à un moment, la question pourrait se poser à atteindre les 5% qui permettent le remboursement partiel des dépenses électorales. Ça, c'est une toute autre histoire. Est-ce qu'il peut être au deuxième tour? On n'est pas des devins, il faut toujours être prudent par rapport à ça, mais très franchement, ça me paraît vraiment très compliqué. Ça me paraît vraiment très compliqué parce que, de base, il s'adresse à un public cible, qui est un public pas négligeable en France, mais qui est quand même un public très confiné. Et l'élargissement
est très difficile parce que dès que vous élargissez, d'une certaine manière, vous abandonnez votre premier public. Donc je ne vois pas comment il peut réussir une alchimie entre une posture réactionnaire et une ouverture vers la modernité. Ouais, mais Pascal Deluy, je me permets de vous contredire. Dans les sondages, pour l'instant, il est quand même très haut. Et il est devant Marine Le Pen, il est devant les candidats des Républicains. Ça veut dire qu'il y a une bulle Zemmour et qu'elle va éclater à un moment ou à un autre ? Elle a éclaté, c'est-à-dire que si vous regardez la dernière semaine, à la fois dans les sondages, dans la couverture et dans la représentation que l'on se fait de la candidature d'Éric Zemmour, la bulle a éclaté. Ne fût-ce que le commentaire qui entourait sa prestation en termes de candidature, à la fois sur les réseaux sociaux et puis sa prestation sur TF1, vous voyez bien que la bulle a éclaté. Et donc, en intention de vote, depuis une semaine, tous les sondages qu'on a montrent qu'il a singulièrement reculé, qu'il n'est plus annoncé au deuxième tour de l'élection présidentielle, alors même qu'il n'était pas encore candidat et alors même qu'on est à 5 mois de l'élection. Alors, Dorian de Méhus et puis Démétrios Scagliola, est-ce que c'est la même analyse ? Ça a animé la première partie de la campagne électorale et maintenant on va tourner la page Zemmour. Il n'est plus tout à fait crédible comme candidat à la présidentielle et c'est Marine Le Pen qui va faire le jeu en tête du côté de l'extrême droite. Dorian de Méhus puis Démétrios Scagliola sur cette question. Je n'ai pas entendu toute la question parce qu'on a été coupé, mais ce n'est pas grave. Ce que je pense, c'est qu'on a là un candidat d'extrême droite qui n'arrive pas, ou qui, en tout cas, dans le début, n'essayait pas de ratisser plus large, donc il ne ratissera pas à droite, à mon avis. Il aura du mal même à ratisser auprès d'une extrême droite plus pragmatique. Vous savez, celle qui a fait la différence entre les scores de Jean-Marie Le Pen et ceux de Marine Le Pen qui voulaient vraiment aller aux affaires. Donc là, je pense qu'il s'est un peu écarté. Et puis en effet, tout ce qui s'est passé ces dernières semaines avec les défections, l'incapacité à louer des salles, un mauvais accueil dans des grandes villes étrangères pour accueillir des dons et autres, fait qu'à mon avis, il va avoir énormément de mal. Ouais. Démétrios Scagliola. Je pense que les dernières élections nous imposent la prudence. Prenons le cas de Trump, qui est évidemment très différent de Zemmour. Donc je pense qu'il faut rester prudent. Donc aujourd'hui, on voit sur la tendance des sondages qu'effectivement il y a un recul, qu'il est juste derrière Marine Le Pen si on fait une moyenne des sondages. Je constate quand même qu'à deux, il représente aujourd'hui plus de 35% des intentions de vote, ce qui est quand même très important. Je pense que c'est difficile de prévoir. Je pense qu'il faut voir aussi comment va évoluer sa campagne et surtout ce qui va se passer du côté des Républicains, où là, on n'y voit pas très clair pour le moment. Il y a pas mal de candidats. Je pense que ça dépendra aussi de cela. Justement, vous m'offrez la transition, puisqu'on va faire la fin de ce débat sur ce qui se passe du côté des Républicains. Sabine Rigelheim, on est en plein dedans, c'est la primaire. Ouais, alors qui sera le candidat des Républicains ? Encore un peu de patience, effectivement. Réponse samedi à 14h. Le vote interne en congrès du parti a commencé mercredi, au lendemain d'un dernier débat télévisé entre les 5 prétendants. On va refaire le point. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, est présenté comme le favori des sondages. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, est présentée souvent aussi comme sa challengeuse. Michel Barnier, l'ex-négociateur du Brexit, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, et Philippe Juvin, maire de la Garenne-Colombes. Le scrutin est très incertain, les résultats s'annoncent en tout cas très serrés. Il faut dire que le nombre d'adhérents LR a fortement augmenté ces derniers mois et ces nouveaux venus pourraient brouiller les pistes. On sait aussi que le candidat Éric Zemmour pourrait lui aussi semer le trouble parmi les troupes. Alors, Pascal Deluy, d'abord on rappelle que c'est une primaire en ligne, donc c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude. Les deux poids lourds, a priori, c'est Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Vous voyez quelqu'un qui peut s'imposer assez largement ou ça va être cric-crac avec des scores très serrés? Première question. Et seconde question, une fois que le candidat des Républicains sera désigné, est-ce que la campagne des Républicains va se mettre en marche et ça va changer un petit peu le paysage politique français? Sur la première question, au vrai, on n'en sait rien. C'est-à-dire, il ne faut pas l'oublier, on est dans une configuration très différente de 2017, puisque c'est plus une primaire ouverte, c'est une primaire fermée. Ça veut dire 150 000 adhérents des Républicains, et dont on n'a pas sondé exactement leur humeur, leur volonté. Donc, en vrai, on n'en sait rien. On imagine que Valérie Pécresse et Xavier Bertrand sont les favoris, mais ça pourrait être tout à fait différent, d'autant que c'est un public qui, par rapport à 5 candidats qui, somme toute, sont pas très éloignés. Donc, des petits mouvements peuvent vite intervenir.
Sur la deuxième question, oui, je pense que là, il va y avoir une modification de la dynamique de campagne. C'est-à-dire qu'à partir du week-end, dès lors qu'on connaîtra le candidat de la droite républicaine, la dynamique de campagne va partiellement changer. A fortiori, si les 4 autres candidats et si le parti se met bien en ordre de marche derrière celle ou celui qui aura remporté la mise. Ouais, Démétrios Scagliola, sur cette logique d'obéissance à la règle partisane ou de loyauté partisane, ça va marcher? On a entendu autrefois Xavier Bertrand dire qu'il serait candidat quoi qu'il arrive, et puis dans les propos de campagne, il y a toujours un petit peu d'échauffement. Est-ce que les Républicains vont se ranger comme un seul homme derrière celui ou celle qui aura été désigné, ou ça va prendre un petit peu de temps, il faudra peut-être des tractations et l'idée qu'on va constituer un tandem ou un trio? Moi, j'ai l'impression, je dis c'est une impression, évidemment, on n'a aucune certitude, que ça pourra se passer assez calmement, parce qu'on a quand même des personnalités qui sont certes des gens qui sont connus, mais on n'a pas, comme c'était le cas lors de la précédente primaire, avec François Fillon, avec Alain Juppé, des gens qui sont des stars, vraiment des leaders à contester. Juste une toute petite dernière chose, je pense que cette élection interne va être capitale, parce que si un candidat des Républicains arrive au second tour, ça changera évidemment absolument toute la dynamique de l'élection, notamment par rapport à Emmanuel Macron. Oui, alors ça c'est la dernière question que j'avais envie de vous poser. On va commencer un dernier tour de table avec Dorian de Méhus. Est-ce que donc Zemmour, désormais officiellement candidat, mais peut-être en moins mode posture qu'avant, les Républicains qui vont désigner leurs représentants, est-ce qu'on va sortir de cette campagne où tout le monde se positionnait par rapport à Zemmour, et est-ce qu'on va rentrer dans une nouvelle phase où ça va être le candidat républicain face à Macron? Et est-ce que dans ce dialogue-là, des candidats de gauche, Éric Jadot, Jean-Luc Mélenchon ou d'autres, ont encore voix au chapitre? Est-ce qu'on va les voir émerger aussi un moment? Ça veut dire qu'on va se déplacer quand même dans la campagne, hein. L'axe va changer. Oui, l'axe pourrait changer. On va voir un peu comment les choses vont évoluer, notamment sur le plan sanitaire, parce qu'il ne faut pas oublier que cette 4e vague, qui risque d'être très violente en France, pourrait remettre en avant Emmanuel Macron, mais aussi lui faire faire des erreurs ou lui donner le sentiment qu'il n'a pas réussi à maîtriser les phases précédentes. Donc là, il pourrait y gagner, tout comme il pourrait y perdre. Il faut évidemment espérer que la thématique ne soit pas purement identitaire, même si en France, elle est toujours quelque part au sein de l'actualité. Et puis, on doit espérer que même si la gauche a l'air totalement absente de cette élection, il y a quand même des sujets de société, des sujets sociaux, environnementaux et autres qui finissent par émerger, parce que ça fait partie de l'ensemble des préoccupations des gens aujourd'hui. Pascal, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? La campagne va se recentrer autour de la personnalité d'Emmanuel Macron, dont on attend aussi qu'il fasse acte de candidature. Il y a peu de suspense, mais en tout cas, pour l'instant, il n'est pas officiellement en campagne. Oui, elle va se recentrer progressivement, je pense, notamment autour de la candidature et de la campagne d'Emmanuel Macron. Après, il y a quand même encore un certain nombre d'inconnues, notamment une de celles que vous avez mentionnées, c'est-à-dire est-ce qu'il va se passer quelque chose à gauche ou pas? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il existe un électorat de gauche en France. Dans les intentions de vote, vous pouvez à 17 ou à 18% quasiment être qualifié au 2e tour. Donc, à un moment donné, une dynamique peut se créer sur un des principaux candidats de gauche, soit Jean-Luc Mélenchon, soit Yannick Jadot, éventuellement Anne Hidalgo, c'est très difficile à anticiper. Mais on peut imaginer qu'une partie de l'électorat de gauche va vouloir quand même essayer de qualifier un ou une candidate au second tour. Et donc, peut-être une dynamique va prendre là. Somme toute, il ne faut pas exclure que dans cette campagne, à un moment, on soit dans, je dirais, 4 candidatures qui, toutes les 4, peuvent se qualifier au 2e tour. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, le candidat ou la candidate des Républicains, le candidat ou la candidate ou un candidat du camp de la gauche. Donc ça reste relativement ouvert, les jeux ne sont pas faits. Il nous reste... On est à 5 mois de l'élection, hein. Attention, c'est encore très loin, on est à 5 mois de l'élection. Ouais, et Dorian de Méhus vient de nous rappeler qu'il y a le Covid et ses éventuels variants qui peuvent évidemment jouer un rôle important. Je voudrais 20 secondes de chacun des 2 rédacteurs en chef. Est-ce que ça passionne ou est-ce que ça ne passionne pas vos lecteurs, cette élection en France? Quelle est la place que vous allez lui accorder dans les semaines ou dans les mois qui viennent dans vos 2 journaux? Démétrios Scagliola pour Sud Presse. Nous sommes un média essentiellement local, même si on a une couverture nationale. Donc, il y aura une place parce que ça intéresse nos lecteurs. On a vu que le dossier Zemmour, malgré tout, et le suspense intéressent. Je pense qu'on le suivra avec modération, mais avec passion.
Et alors, Dorian de Méhus pour la Libre Belgique? Oui, là, il n'y a aucun doute. Nous, ça intéresse énormément notre public qui est fort braqué et intéressé sur la politique française. Et donc, il est certain qu'il y aura une forte couverture dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Dorian de Méhus pour la Libre Belgique, Démétrios Cagliola pour Sud Presse, Sud Info et Pascal Deluit pour l'Université libre de Bruxelles. Merci à tous les trois de nous avoir fait partager votre expertise et votre regard sur ce qui se passe chez les voisins français.